Bonjour Bastien, bienvenue dans le podcast de Vécu. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Donc aujourd'hui Bastien, tu es mon invité pour parler du syndrome dont tu étais atteint. Je ne sais pas si on peut parler au passé. Tu étais atteint du syndrome de Diogène il y a quelques années et tu es ici pour nous en parler plus en détail. Tout à fait. Donc, ça a duré pendant environ 8 ans et actuellement, je suis, on va dire, en rémission. Dire que je suis guéri, que c'est complètement derrière moi, je pense que ce serait hâtif et il faut toujours rester vigilant. On va rentrer dans le détail de tout ça. Donc déjà, je veux bien que tu expliques rapidement et de manière simple ce qu'est le syndrome de Diogène. Alors, le syndrome de Diogène, c'est de l'accumulation au domicile, de l'accumulation maladive, compulsive, qui entrave la liberté de circuler normalement dans son appartement et qui font que la personne, en fait, souffre, mais ne l'admet pas. Il y a un refus d'aide, on a l'impression que la personne est dans le déni, mais en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle souffre. Elle ne se rend pas compte que vivre avec un encombrement, c'est pas sain en fait. Chacun après vit comme il veut chez lui. Par contre, quand ça commence à nuire à la personne qui a accumulé des affaires, peu importe le type d'objet, même des déchets, peu importe, là ça commence à être un sacré problème. Je voulais absolument t'inviter aujourd'hui dans le podcast parce que c'est vrai que le syndrome de Diogène, on en entend beaucoup parler, mais sous une forme très dramatique. Il y a des reportages sur le syndrome de Diogène où on montre des pièces, des maisons pleines d'encombrements, de déchets, etc. Mais on donne très rarement la parole aux personnes atteintes, donc aux personnes malades. Et c'est un peu pour ça que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, parce que toi, du coup, tu as un recul sur cette maladie et tu es capable de poser des mots, et c'est ça qui est super intéressant. Tu vas nous donner un petit peu le point de vue de la personne malade, celui qu'on a très rarement. Beaucoup pourraient témoigner, mais c'est la maladie de la honte. Il faut bien comprendre que ça se fait malgré soi, que c'est de façon compulsive. Moi, je suis là pour retirer cette stigmatisation du crasseux fainéant. Alors, on va en parler. Déjà, je veux bien que tu te présentes, tout simplement. Donc, tu me donnes ton prénom, ton âge, ta situation familiale et professionnelle. Je m'appelle Bastien, j'habite à Ponto-Combo, j'ai 46 ans. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général pour débuter le podcast, c'est un petit peu apprendre à connaître mon invité et depuis son enfance. Donc très brièvement, est-ce que tu veux bien me parler un petit peu de ton enfance, où est-ce que tu as grandi et dans quel contexte? Alors, j'ai grandi en région parisienne, une enfance heureuse avec deux demi-frères jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, mes parents ont divorcé. C'est même moi qui leur ai demandé de divorcer parce que avait été compliquée à la maison. Ma maman a retrouvé quelqu'un. J'ai toujours vécu dans une maison. Donc j'ai toujours eu ma chambre en fait, j'ai toujours eu mon espace personnel avec un jardin, j'ai toujours eu mon entre guillemets indépendance. Par contre, voilà, il fallait que ce soit tenu, c'était ma chambre, mais c'était obligatoire que des fois ma mère passait, et elle allait vérifier, elle regardait, elle allait jusqu'au fond des placards pour vérifier que tout soit bien rangé. Bah ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir dans l'inconscient l'idée que c'est quelque chose qui naît un petit peu dans l'enfance, peut-être. C'était quoi, toi, plus jeune, ton rapport aux objets? Est-ce que, par exemple, tu étais le genre d'enfant à collectionner des choses? Pas particulièrement, j'aimais bien, non, c'était par coup de cœur. Et puis de toute façon, ma mère aurait pas toléré que je fasse une collection de marrons ou de coquillages et que j'enchaîne les collections comme ça. Non, ça aurait été non, ça n'aurait pas été toléré à la maison. Ma maman, elle est du genre à faire le ménage pendant 2 jours. Elle va recevoir des invités. Pendant 2 jours, elle a pas arrêté et elle va dire aux invités regardez pas. Non, c'est pas rangé, hein. Voilà, c'est l'anecdote, mais en fait, c'était toujours impeccable. Et ensuite, ton entrée dans l'âge adulte, comment ça s'est passé? Je passe un BTS en alternance, je vais rencontrer, la personne qui sera ma compagne pendant les 4 années suivantes. Et quand on a un peu préparé l'épisode, tu me parlais de ton rapport à l'alcool. C'était comment du coup à cette époque-là? Alors ma maman m'autorisait à recevoir, les gens que je voulais à l'étage, hem, parce qu'elle me savait en sécurité, entre guillemets, «en sécurité», dans son domicile.
même si elle se trompait quand même un petit peu, puisque il y avait des bouteilles d'alcool, il y avait du cannabis. Et à quel moment est-ce que, on va en parler parce que je sais qu'il y a un lien un peu avec, le syndrome ensuite, enfin le fait que tu as développé le syndrome de Diogène. À quel moment est-ce que tu dirais que tu es tombé dans l'alcoolisme? Alors, dès l'âge de 16 ans, c'est moi qui gardais les bouteilles d'alcool dans cette chambre au premier étage. Et ça me suivra. J'ai toujours aimé, entre guillemets, les bonnes choses, j'en ai toujours abusé. Je vais au bout des choses, en fait. Quand je fais quelque chose, je vais au bout des choses, je vais au bout de ma connerie parfois. Et l'alcool sera ma compagne de voyage pendant 30 ans presque, un peu moins, 25 ans. Elle m'accompagnera pendant 25 ans. Est-ce que tu veux bien me parler du coup de ton parcours professionnel durant ces années-là? Donc j'étais en BTS en alternance. Donc moi je démarre la vie active avec de l'intérim. Je connais que ça. Ensuite je trouve une place stable dans les locaux d'IBM et je suis outliner de premier niveau. C'est un métier où je tourne en rond, je m'ennuie. Ça bouge pas assez, c'est des bureaux, j'ai un casque, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous avez bien branché la prise de votre ordinateur? Et je tourne en rond et ce BTS action commerciale me sert pas à grand chose en fait, puisque c'est pas ce que je veux faire. Et dans ma tête, je suis fils d'artisan. Mon père était entrepreneur. Je savais qu'un jour j'ouvrirais un commerce. Je me demandais pas pourquoi, comment, je savais qu'un jour je serais à mon compte. Il se passe que ça va durer 4 ans, je vais me faire licencier et je me sépare de ma compagne parce que en fait on emménageait trop jeune. On était tous les deux sur les nerfs. Je pense que le cannabis et l'alcool ont participé aussi à faire foirer cette relation. Là, tu penses que tu étais dans une consommation un peu, addictive? Oui, puisque quand je recevais mes amis, c'est toujours moi qui resservais. Moi, mon verre était complètement vide, et c'est moi qui allais resservir des petits fonds de verre à chaque, compléter le verre de chacun pour moi me remettre une grosse dose. Et comme ça, en fait, on est à un partout, quoi. Mais non, moi, je m'étais resservi un verre complet. Donc toujours plus, en fait. Mais j'arrive quand même à gérer, en fait. Je gère ma vie, on gère notre portefeuille, on gère notre petit appartement. Il est très bien aménagé, c'est très joli. Là, oui, là, il y a aucune prémisse de l'arrivée du syndrome, on va dire. Ah non, on est vraiment loin, vraiment très très loin, quoi. C'est coquet. Et un jour, du coup, vous vous êtes séparés et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je trouve un appartement, un petit studio. Donc j'emménage dans ce petit studio. Pareil, je fais un truc, je fais des peintures, des encadrements, des portes. C'était l'époque où je revenais de Bretagne. J'avais ramené, ça se faisait un filet mais de déco, hein, avec des petits coquillages posés dans la salle de bain, mais en hauteur. Vraiment, j'aménage le truc d'une façon. Je suis super fier, quoi. L'appartement est tout petit, mais moi j'ai un truc qui est super. Mais j'ai pas de boulot. J'ai pas de boulot, donc j'ai droit au chômage, mais je vais quand même faire des petits boulots, des petits dépannages. Va se passer quelques mois, une fois que l'euphorie de la déco, tout ça, c'est fait, ok. De pas trouver de boulot, ça devient un problème. Je commence à repenser à cette campagne, et je me dis, j'ai fait une bêtise. Et je cherche à la reconquérir. Et là, je me perds, en fait. Je me perds complètement, alors que même nos voisins de l'époque nous avaient dit, mais séparez-vous, restez pas comme ça, séparez-vous, c'est pas possible. J'oublie tout ça, l'alcool me fait oublier tout ça, toutes les disputes, tout. Je retourne pour essayer de la conquérir, à nouveau. Et là, je trouve porte close. Et là, je reçois mes amis, mais je suis toujours ivre, tout le temps. C'est même plus ivre, c'est très, 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 très alcoolisé. Tous autour de moi, mes amis d'enfance voient que je me perds. Ils me disent, mais va bosser, trouve quelque chose, va sur les marchés. Et puis, un matin, je décide, un samedi matin, je vais sur les marchés et je demande du boulot, il est 5 heures du matin. Et je démarre avec ce marchand de fruits et légumes. Et c'est parti. Et à la fin de la journée, j'ai mon salaire. Et puis, dans la matinée, je me suis éclaté, en fait. Parce que j'ai discuté avec des gens, j'ai rigolé. Je pouvais aller au café, boire des bières quand je voulais. C'était royal. Je pouvais boire, travailler en même temps. Et du coup, je vais faire 5 ans sur les marchés et je vais apprendre beaucoup de choses, en fait. Je mets des sous de côté. Toujours dans cette idée que
Peut-être qu'un jour, il y aura un commerce à reprendre. Mais pour l'instant, je m'éclate. Mais je me perds toujours dans l'alcool. Bon, en tout cas, professionnellement, tu es dans un univers où tu excelles et à un moment donné, tu décides d'ouvrir une rôtisserie. Comment ça s'est passé? J'ai écho qu'il y a une rôtisserie qui va s'ouvrir et qu'il y a du matériel à vendre, qu'il y a un emplacement déjà. Et là, je me présente, en fait. Je vais voir la personne et tout ce que j'ai appris, en fait, avec mes anciens employeurs, je la mets en œuvre. Et là, il va se passer 5 ans où ça va augmenter. C'est très dur à tenir. C'est une centaine d'heures de travail par semaine. C'est énorme. Le salaire suit. Et là, ta vie perso, à toi, c'était comment? Ma vie perso, j'emménage avec mon meilleur ami. J'ai à peu près 26 ans. On se connaît depuis l'âge de 16 ans. On emménage ensemble. On prend un grand 3 pièces. Et c'est la fête tout le temps. Il y a tout le temps du monde dans cet appartement. Et pareil, cet appartement, il est super bien tenu. Ça va durer quasiment 8-9 ans, cette colocation. Tout se passe à merveille, mais moi, je continue de m'alcooliser. Et pour l'instant, le syndrome de Diogène, on aurait pu m'en parler, ça m'aurait intéressé. J'aurais peut-être dit... non, j'aurais pas dit crasse fainéant, non. J'aurais dit, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je suis à l'opposé, je suis maniaque, je nettoie mes entourages de fenêtres au coton-tige. Ouais. Ah ouais, Ah oui, tu étais vraiment à cheval sur l'hygiène, parce que oui. ça, enfin, peu de gens le font, je pense. Et je reprends souvent cet exemple, mais ouais, c'est vraiment... non, on en était là, quoi. On était Ok, là. Et d'accord, ouais. Donc, en effet, si on te voyait avant, on se serait dit, s'il y a bien une personne qui va pas être atteinte du syndrome, ça peut je être suis toi, le quoi. dernier à qui ça pouvait arriver. Je suis vraiment le dernier de la liste à qui ça pouvait arriver. C'est impossible. Cette époque-là, c'est impossible. Par rapport à l'éducation que j'ai reçue, par rapport à la vie que je mène et ce que je représente, j'ai des beaux vêtements, rien n'est fait au hasard. C'est mon plaisir. Un jour, mes t-shirts, je vois, ils sont tous mal rangés. Je les amène au pressing. Hop, vous me repassez tout. Mais ça va vous coûter cher. Ok. C'est pas grave. Je travaille pour ça, mais moi, je veux que mes t-shirts, ils soient carrés. Tac, voilà. Donc, beaucoup de gens viennent chez toi. Ça, c'est intéressant, parce que je sais qu'après, ça change. Et alors, à quel moment est-ce que la situation bascule un peu? Donc, dans cette colocation, moi, je travaille quand même 100 heures dans la semaine. Et là, dans ma tête, il se crée un conflit. Finalement, je suis malheureux. Et là, je m'aperçois, malgré l'alcool, tout ça, que, ok, c'est bien, j'ai mon truc qui tourne, mais je suis stressé tout le temps. Les gens savaient autour de moi que, ouais, il réussit, mais il y a l'alcool. Pour leur faire plaisir, et puis moi aussi, pour faire une pause, je vais faire quand même plusieurs fois des cures de désintoxication. Là, je commence à... Là-haut, c'est pas que ça suit plus, mais ça délire, en fait. Là, l'alcool, il me monte vraiment. Là, je suis conscient que je suis en train de dériver. L'alcool commence à me détruire. Et c'est de là où c'est la police qui va m'arrêter avec mon camion et puis qui va me dire vous me donnez votre permis. La première fois, je prends 3 mois ou 4 mois de suspension. Je paye quelqu'un pour être mon taxi en fait. Ouais, j'allais te demander comment tu faisais, du coup. D'accord. La personne elle fait des journées de 12-15 heures, dont 8 heures à conduire. Donc je suis obligé de la rémunérer une fortune. Mmh. 4 mois, ça passe. 4 mois, ça passe, je pars pas en vacances, ça passe. Je récupère mon permis et je recommence. Et puis là, les clients commencent à s'en apercevoir que l'alcool ne me réussit plus, que j'ai vraiment un problème. Là, tu perds le contrôle. C'est entre guillemets, c'est intéressant parce que du coup, tout le schéma de vie que tu m'as décrit juste avant, tu étais complètement dans le contrôle. Dans le contrôle de Exactement. ton intérieur, dans le contrôle de ton activité, dans le contrôle de tes relations amoureuses et du jour au lendemain, ça vrille. Et du jour au lendemain, ça vrille. Sauf que là, la police me recontrôle. Et là, je vois que c'est trop. Je vois que j'y arriverai pas. Donc, je fais passer le mot que je vends mon matériel et que, voilà. Et je donne un prix un peu au hasard. Et en même temps, je fais une liquidation judiciaire de mon côté. Là, tu avais une idée un peu de ce que tu allais faire ensuite ou c'était juste, en mode urgence, je gère le présent? De toute façon, j'ai plus d'appartement parce que j'ai donné le congé. Dans un mois, j'ai plus d'appartement. Je dis que je vais vendre, voilà. Là, j'ai aucune idée d'où je vais. Je dis, je vais me ranger dans le monde du salariat. Et là, on va pas pouvoir vous prendre parce que vous pourrez pas accepter les ordres. Là, je me dis,
ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je loue un petit bureau dans lequel je dors, mais qui peut pas accueillir toutes les affaires que j'avais dans ce 3 pièces avec mon coloc. Puisque c'est tout m'appartenait en fait. Canapé, table, bar, les Déco. verres, les assiettes, les trucs. Et bien tout ça, je vais prendre une grande benne, les bennes, les grands conteneurs, et je vais jeter les 3/4. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je fais un contre-cœur, mais j'ai pas le choix. Je laisse à côté, que les gens se servent, mais je sais que je ne recevrai plus jamais 20, 25 personnes. J'ai pas besoin de 50 Mmh. grandes assiettes, 50 assiettes à dessert, fourchettes, 50 couteaux. J'ai pas besoin de tout ça. Là, je me retrouve dans un petit bureau. J'ai même pas d'appartement. J'ai pas de boulot. Donc là, la priorité, elle est pas là, en fait. Elle est pas là. La priorité, je sauve juste, ma grande télé. C'est le seul truc que j'arrive à sauver. Et là, dans ce petit bureau, en fait, j'accompagnais mon repreneur sur les marchés. Ça se passait très mal parce que je voyais qu'il ne réussirait pas. Je voyais que je donnais mon bébé, en fait, à quelqu'un, même s'il m'avait donné de l'argent, je cédais mon bébé à quelqu'un qui allait Ouais. pas bien s'en occuper. C'est très douloureux. Mmh. J'ai plus rien, matériellement, j'ai plus rien, mais je me mets en mode survie, en fait. Je me mets en mode survie, j'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de tout reconstruire. Je retrouve un appartement par des connaissances, je retrouve un appartement. Donc déjà, j'ai un appartement, j'ai un toit. J'ai un toit, mais niveau psychique, je suis à zéro. Ouais, voilà, j'ai tout perdu, quoi. Je me retrouve dans ce grand appartement, non, il fait 25 mètres carrés, et aucune déco. Je me dis, pourquoi continuer à vivre, en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai même plus le permis. Donc je me retrouve tout seul dans cet appartement. J'ai pas de boulot, je tourne en rond, et je vais au Resto du Cœur. Je galère pour avoir le RSA parce que j'étais entrepreneur individuel. J'aurai droit qu'au bout de 3 mois. C'est très, très, très compliqué. Après, on va m'ouvrir plein de portes. Par contre, on va m'ouvrir plein de portes. Les transports gratuits, les musées gratuits, mais j'ai pas envie d'aller au musée, à la piscine. J'ai pas envie. T'es en dépression, en fait? Je suis en pleine dépression. Je tombe en pleine dépression. Donc, je pars en cure, j'arrête, je recommence. Je fais que ça. Et puis bon, au bout d'un moment, l'argent manque. Pour manger, même s'il y a les restos du cœur, tout ça, je peux pas en assister. Voilà, je continue de chercher, quoi. Et je vais à l'intérim, j'explique ma situation. Et je prends n'importe quoi. Et juste là, au niveau de la situation de ton appartement, tu es arrivé parce que tu es en pleine dépression, j'imagine que tu es pas Je d'humeur suis à en faire le pleine ménage? dépression, l'appartement est pas décoré, enfin, je m'y plais pas dans cet appart. Je m'y plais pas, donc j'ai même pas envie de le faire. Et comme je suis en dépression, j'ai un lit, donc ça me permet déjà de dormir et d'être protégé. Quand je ferme ma porte, je suis en sécurité. Donc j'ai tous les besoins primaires qui sont réunis en fait pour être bien. Voilà, la déco vient vraiment. Oui, oui, c'est clair. 2 heures après, mon téléphone sonne. Vous êtes dispo pour aller à tel endroit? Il y a un conteneur à décharger. Par contre, je suis désolé, c'est que 2 heures. Ouais, j'y vais, c'est bon. Vous pouvez y être dans 15 minutes? Ouais, pas de problème, c'est bon, ça y est, je suis déjà en train de descendre de chez moi. J'accepte les pires missions que tout le monde refuse. Moi, je les prends. Financièrement, ça va mieux. Par contre, mon dos, il morfle. Et du coup, quand je rentre chez moi, je me mets en position fétale sur mon lit. Et j'attends qu'une chose, c'est que le téléphone sonne pour repartir sur une mission. Ou alors, si c'est à la semaine, je rentre, je mange, je m'allonge, et c'est tout, quoi. Je regarde la télé et je reste comme ça, prostré pour soulager mon dos. Ça commence à être problématique. Et je vois que je pourrais pas continuer ce métier-là toute ma vie. Donc, je vais avec mon compte formation, voilà, je deviens cariste. Là, je pense à maintenant mon intérieur. J'ai plus l'argent nécessaire pour faire comme je veux. J'ai toujours cette envie, mais quand je regarde les prix, je peux pas. Et en me baladant avec mon scooter, mais je trouve toujours dans les encombrants, je trouve toujours des trucs qui... c'est dommage de jeter ça, des chaises, je pense à des chaises en plastique, des chaises de vulgaires chaises de jardin, hein, que je vais récupérer pour... je les ramène chez moi, je repasse, tac, je les récupère, je me dis, je vais les mettre dans la douche, je vais mettre un bon coup dessus, et puis cet été, je vais pouvoir me mettre sur mon balcon, ça va être bien. Voilà, je trouve des planches de bois, pareil, je me dis, je vais faire une étagère, je vais faire ci, et je trouve plein de choses comme ça.
que je trouve dommage d'être jeté, puisque j'ai vraiment là la valeur de l'argent. Je trouve triste de jeter tout ça. Et du coup, je récupère ces objets et j'estime leur donner une nouvelle vie. Et puis moi, en même temps, gagner de l'argent sans travailler, puisque voilà, profiter de ces objets, quoi. Ils sont là, et puis je vais en faire quelque chose. Et les années passent, et ces objets, j'en ferai rien, parce que quand je rentre chez moi, j'ai toujours des problèmes lombaires, et je suis dans mon lit et allongé à essayer de combattre la douleur. Donc la vie sociale, quand j'ai vendu mon entreprise, quand j'ai arrêté ma rôtisserie, mais tous les gens qui étaient autour de moi ont disparu, ont tous disparu. Moi qui avais été celui qui avait toujours une oreille attentive à leurs problèmes, et là, moi, personne n'est venu me voir en me disant « mais tu voudrais parler ?» Là, il n'y a plus personne en fait. J'ai pas demandé, j'ai constaté, et j'étais très déçu. Et donc, je suis tout seul dans cet appartement, avec mes douleurs, et ces objets qui m'entourent. Pour qu'on se fasse une image, parce que c'est un contenu audio, donc là, on a un peu du mal à se visualiser. Tu nous as parlé de chaises, de quelques planches de bois. À ce moment-là de ton parcours, il ressemble à quoi ton intérieur? C'est le bordel. À ce moment-là, c'est le bordel. Parce que tout ce que j'ai ramassé aux encombrants, du fil électrique, un micro-ondes HS, un tableau, un Velleda, des plateaux, des trucs, enfin, c'est un bordel organisé. C'est un bordel organisé parce que ça va servir, mais pas tout de suite. Le truc, je rencontre une compagne qui habite en Lorraine. Mon exemple type de la semaine, lundi matin, je vais au boulot, je rentre. Si je trouve un ou deux trucs à récupérer, je récupère. Après, je ramasse pas non plus n'importe quoi. C'est toujours des choses qui vont, c'est toujours des choses qui vont me servir en fait. C'est toujours des choses, voilà, où j'ai une idée derrière. J'ai une idée derrière la tête. Je sais ce que je vais en faire. Mais tu ramasses, plusieurs fois par semaine? Ouais. Et c'est hyper aléatoire parce que dans les déchets des gens, enfin dans ce que les gens jettent, on peut trouver de tout et des belles choses. Donc tout ça, voilà, c'est rangé, mais je me laisse dépasser. Chez moi, ça devient vite un couloir pour aller à la cuisine et un couloir pour accéder au lit. Tous les côtés sont complètement encombrés. Alors je me rends pas compte que c'est problématique. Je laisse le temps faire et ces objets, ils vont me servir. Ces objets, toi, tu les aimes bien, quoi, ils te dérangent pas? Ils vont me servir. Ils vont me servir, donc voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en eux, et quand j'en aurai besoin, ils seront là. Et C'est intéressant le terme que tu as employé, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en eux, en les objets. par la suite, je me rendrai compte que j'apprendrai qu'il y a une sorte de personnification à ces objets. C'est plus facile de donner sa confiance à un objet, il est là, il peut servir un jour ou l'autre, il est posé, il est sous vos yeux, il est présent, il apporte donc une présence, mais par contre, il vous trahira jamais un objet. L'être humain est méchant. L'être humain est méchant. L'être humain, il trahit. L'être humain, il peut vous tourner le dos le jour où vous pourriez avoir besoin de lui. Je me suis aperçu à ce moment-là que l'être humain pouvait être très très méchant. Et pas ces objets. Et ces objets, non. Et ça, je me rendais pas compte à ce moment-là. C'était que le début. Parce que le week-end, je pars en Lorraine, je reviens, je pose mon sac à dos, j'ai ramené 2-3 souvenirs, je pose ça comme ça, puisque le lendemain, je vais travailler et que j'y mets... Hop, je vais me coucher, le sac à dos, il reste, avec les vêtements dedans. Le lendemain, je vais bosser, je sors, je vais faire des courses. Tout ce qui est frais, je le mets dans le frigo. Tout ce qui est objet de bricolage et autres que j'ai pu acheter, ça reste posé parce que faut vite que j'aille dans mon lit parce que j'ai mal au dos. Je ne me cherche pas d'excuses. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ces objets vont s'accumuler par strates successives et je vais repartir en Lorraine. Simplement, ta compagne, donc tu la vois en Lorraine et elle vient jamais te voir? Elle vient jamais. Parce que tu veux pas? Et c'est moi qui refuse qu'elle vienne puisque je lui dis que chez moi c'est le bordel. OK, tu restes juste sur ce terme. Je resterai toujours sur ce terme. Avec mes compagnes successives, je resterai toujours sur le thème bordel. Et quand elles me proposeront de l'aide, je dirais que non, tu peux pas. Non, c'est incompréhensible. Tu t'y arriverais pas. C'est pas possible. Il faudrait être plusieurs. Je voulais
j'avais retrouvé ma fierté, en fait, de reconstruire une nouvelle vie. J'avais quand même une fierté. Et j'étais content de me relever. Voilà, je me relève et je suis fier. Mais ça, c'est pas possible. Tu dirais que tu avais un peu honte de ton intérieur? Ah oui, j'avais complètement honte de mon intérieur. Oui, j'avais honte. Parce que ça me représentait pas du tout. C'était pas moi, c'était pas chez moi. Enfin, c'était pas moi. Et t'avais honte au point de pas accepter de l'aide, puisque du coup tes compagnes t'en ont un peu proposé, même si elles avaient pas eu d'idée de l'ampleur du bordel? La honte aurait été tellement forte qu'après, j'aurais pas pu réussir à la regarder dans les yeux. Et je me serais senti inférieur. Non, c'était pas possible. C'était pas possible. Personne n'avait qui vous coucher. Non, c'est pas possible. Il y a une hygiène. Parce qu'après, mon hygiène dans mon appartement s'est dégradée aussi. L'accès à la douche était compliqué. L'accès à la cuisine était compliqué. À un moment, j'ai eu une penderie au milieu de l'appartement entre la cuisine, la salle de bain et le lit qui s'est écroulée. Donc là, à partir de ce jour-là, je n'avais plus accès à ma cuisine. Donc il fallait que j'improvise des repas tous les jours. Ou alors que j'essaie d'escalader. Et quand t'avais plus accès à cette fameuse cuisine, tu t'es pas dit: «Je vais dégager le passage». Tu t'es juste dit: «Tant pis, la cuisine est inaccessible». Je me souviens encore, quand cette penderie est tombée, dans ma tête, c'est pas j'ai perdu quelque chose, mais ça va être une galère. Là, ça va être une galère. Là, c'était déjà compliqué. Tu l'as vu comme une fatalité, en fait. Ouais. Bam, comme si on venait de me donner un coup, quoi. L'univers me balance un truc, et je peux rien y faire. Et je regarde ça du bout de mon lit. Il y a cette montagne, voilà, qui m'empêche d'accéder à ma cuisine. Et il y a toujours autour de moi, toutes ces planches, ces trucs, ces sacs, c'est toute cette accumulation qui a été faite par Strat, qui est là, qui est présente. Et maintenant, il s'agit d'improviser des repas au jour le jour, puisque j'ai même plus accès au frigo, j'ai plus accès au micro-ondes. Je régresse en fait. Je régresse. Je mange froid, je mange au jour le jour, je mange dans la boîte. Tu manges où, du coup? Dans ton lit? Ouais, dans mon lit. Puisque de toute façon, je suis condamné à être dans ce lit. Et puis, un jour, la poubelle est pleine. Je vais poser un déchet par terre. Un premier déchet. Et puis là, il s'en suivra des centaines, des milliers. Parce que ça devient très vite un réflexe. Et là, à un moment donné, quand même, mon corps et mon cerveau se mettent en alerte. Dire, ok, c'est bien beau ça, mais là, t'es devenu un gros crado, quoi. Là, tu vis dans la merde, quoi. Vraiment, tu vis dans une déchetterie, quoi. De temps en temps, je fais une dizaine de sacs poubelles. Et puis ça recommence de plus belle. Et puis cette habitude, ça devient machinal. Et je me dis, mais si ça se trouve, en fait, le déchet, c'est moi, et puis je suis avec eux. En fait, c'est ça. Puisque je m'alcoolise toujours beaucoup, à ce moment-là. Je m'alcoolise beaucoup, donc je me dis, qui se ressemble, ça semble. C'est peut-être ton destin de vie, quoi. Je connais pas mon syndrome de Diogène, accumulation compulsive. Je n'ai jamais entendu parler. Et je pense même pas que ça peut être mon cerveau qui est en train de me jouer un tour, quoi. Qui depuis plusieurs années, du coup, me met dans cette situation qui me dépasse. Vraiment, je suis dépassé. Mais est-ce que quand tu étais chez toi, tu dirais que, même si tu avais honte de ton intérieur, que tu voulais que personne vienne, est-ce que c'était une genre de refuge quand même? Ou non, c'était vraiment juste de l'inconfort? Votre domicile, c'est quand même le lieu où, si vous voulez pas que les gens entrent, vous avez votre moment solo, quoi, en fait. Dans les colocations, on avait chacun notre chambre. Moi, il était hors de question que quelqu'un rentre sans toquer ou sans demander l'autorisation. Quand je voulais plus entendre ce bruit de discussion, de verres qui trinquent et tout, j'avais ma chambre. Une fois, mon colocataire est rentré sans toquer. Je trouvais ça pour une intrusion dans ma vie privée horrible, quoi. Et je lui ai fait comprendre et il n'a jamais recommencé. Donc le domicile est, même s'il est en soi dégueulasse et inaccessible et pas pratique, et c'est comme ça, je vis avec et je dissimule ça à tout le monde. Et puis quand même, au bout d'un moment, je me reconnais pas dans cet appart. Et là, me vient les mots accumulation compulsive. Et je regarde sur Internet, et là, mon meilleur ami Internet me dit, c'est assimilé comme une maladie, et ça peut arriver après
un traumatisme, un choc émotionnel. Il y a plusieurs raisons qui peuvent mener à ça. N'importe quelle personne. Donc là, je me sens soulagé. Je me dis, je suis pas tout seul. C'est bien mon cerveau qui m'a joué un tour et je suis bien en train de subir quelque chose. L'alcool, j'ai réussi à le combattre. Voilà, maintenant, il y a ça. J'ai un nom, je vois que ça porte un nom, syndrome de Diogène. Quand tu regardes syndrome de Diogène, du coup, sur Google, parce que je pense que quand on tape ce syndrome, on voit des photos un petit peu d'intérieur. Qu'est-ce que tu te dis? Ah bah ça ressemble à chez moi. Hein. Ça ressemble à chez moi. Je vois que je suis pas tout seul. Je vois que je suis pas tout seul. S'il y a un problème, il y a un commerçant qui a la solution. Ça, c'est ton passé d'entrepreneur. C'est mathématique. S'il y a un problème, il y a solution. Donc s'il y a solution, bah je regarde ce qu'il propose comme solution. Et là, je vois ces photos que je ne peux plus voir aujourd'hui, avant, après. Avant, donc avec l'encombrement, peu importe la nature de l'encombrement, j'apprendrai que pour certains Diogènes, c'est par exemple des livres, que des journaux. Pour d'autres, ça va être que des vêtements. Ça va être par des collections comme ça. La nature des objets qui sont accumulés, en fait, on s'en fiche. C'est l'accumulation vraiment qui se crée qui est problématique. Et le après, bah, il n'y a plus rien. Vous voyez la même pièce est vide. Mais où sont passées les affaires? Est-ce qu'elles ont été triées? Est-ce qu'elles ont été rangées? Est-ce que les meubles, ils sont où? On a même du mal à reconnaître la pièce. Il faut, en fait, c'est à l'encadrement de la fenêtre qu'on arrive à voir que, ah bah oui, c'est bien la même pièce. Moi, je vois ça, mais, tiens, mais non, il y a quand même dans les objets, là, j'ai toutes mes photos, mes albums, mes collections de pièces. J'ai des costards Yves Saint Laurent, j'ai des trucs de marque et tout. J'ai travaillé dur pour me payer ces vêtements, même s'ils m'auront plus aujourd'hui parce que j'ai grossi. Ouais, on va tout jeter, quoi. Ces objets, j'y tiens. Alors oui, quelques trucs, les planches, les machins, ouais, faut trier, ok, tout rentre pas, voilà. Les déchets, j'en parle même pas, je suis prêt à m'en séparer, bien évidemment. Et à partir sur de bonnes bases, je tente d'appeler ces entreprises qui proposent une solution. Une seule et unique solution, en fait, qui me proposent déjà un devis par téléphone, et qui me disent envoyez-nous 3 photos, le nombre de mètres cubes, le nombre de mètres carrés, votre commune, la nature de l'encombrement. Vous êtes en appartement, est-ce qu'on peut mettre une benne sous votre fenêtre, en bas de chez vous? Et ça, c'est une question qui revient, et une question qui m'a traumatisé. Parce qu'en fait, tous les jours euh, que Dieu fait, je combats pour que les gens ne savent pas ce qui se passe derrière ma porte. Tu le combattais comment? Ça, on n'en a pas parlé, mais c'était quoi tes petits combats du quotidien pour masquer ton intérieur? Si tu as des petits exemples. C'est une dissimulation continue du domicile. Je sors le matin, je sors pas en ouvrant la porte grand, non, déjà il y a des choses derrière la porte, donc elle ne s'ouvre pas facilement, je suis obligé d'y aller avec l'épaule, tirer fort et après me faxer dans l'entrebâillement de la porte. Je pose avant de décider d'ouvrir la porte, je pose mon oreille pour écouter qu'il n'y ait pas un voisin de palier, je regarde par le Judas s'il y a personne, une fois que je suis sûr qu'il y a personne, je sors. Je mets 1 minute pour sortir, je sors. Mais au moins, je suis sûr que personne ne verra et pourra me juger. Parce que moi, dehors, je suis quelqu'un de très droit, de très respectueux. Donc, je suis respectueux et respecté. Mais là, quand les gens vont voir ça, comment je me fais respecter? Comment mes paroles vont avoir du crédit auprès même de mon intérim, auprès de mon propriétaire, auprès des gens que je côtoie. C'est celui qui vit dans une poubelle, en fait. Donc ça, non, c'était hors de question à l'époque, c'était hors de question que les gens sachent. Et pour autant, mais les entreprises proposent que ça. Et c'est la fameuse benne devant la porte de l'immeuble dont tu parlais. Vas-y, tu peux nous en parler un peu plus. Qu'est-ce qui te gênait là-dedans? Alors, c'était de voir disparaître toute ma vie d'avant. Déjà que j'avais moi-même, en quittant la colocation, jeté 95% de mes biens, qui avaient pour beaucoup une forte valeur ajoutée, d'avoir jeté tout ça, d'avoir dû le laisser en bas comme ça, à prendre par tout le monde, enfin voilà, de donner tout. Là non, une deuxième fois, non, c'était pas possible. Est-ce que j'avais sauvé les 5% que j'avais pu sauver à l'époque? C'était toujours là, et ça non, ça c'était pas possible que parmi tout le bordel qu'il y a, tout ce qui est accumulé, les planches, les chaises, les vêtements, ok, d'accord.
Non, il y a encore 5%, moi je veux un tri et je veux qu'on récupère ça. De toute façon, la solution qu'il me proposait, voilà, Ouais, ça ça me t'allait pas convient. du tout. De tout jeter et de faire ça à la vue de tout le monde. Donc je me dis, je suis condamné en fait, puisque j'appelle 3-4 entreprises et puis je leur dis que j'ai envoyé les photos, je les fais les photos, hein, et je les ai toujours. Je me dis, en fait, et je les enverrai pas, hein, je les enverrai jamais à ces entreprises, et ils me rappelleront jamais. Pourtant, ils ont mon numéro en disant, vous ne avez pas envoyé. Non, ils ont tellement de boulot, Ils prennent même pas le temps de rappeler, ils ont pas besoin. il y a un fric fou à se faire dans ce métier-là. Certains l'ont bien compris, malheureusement. Ouais, Le malheureusement, problème, ouais. c'est qu'il y a un traumatisme qui se crée. Vous retirez tout à une personne, forcément, ça crée un traumatisme. Elle est déjà pas bien, elle est déjà Mmh. instable, elle est déjà touchée par ce syndrome. Généralement, les gens ont choisi les objets qu'ils ont gardés. Pour moi, j'assimile ça à un viol. Vous pénétrez chez quelqu'un, vous cassez tout à l'intérieur, et vous ressortez, et vous partez, et en plus, vous lui prenez de l'argent. Et ça, je ne l'aurais pas toléré. Donc, on me rappelle jamais. Et je me dis, je suis condamné à, un jour ou l'autre, faire un vrai grand tri. De temps à autre, j'essaye, mais mon cerveau, il veut pas. Ma main ne rentre pas dans le sac poubelle. Alors, dans la semaine, je vais acheter des rouleaux de sac poubelle de jardin, tous les produits nécessaires, des gants, tout. Je suis motivé pour le faire et tout dans la semaine. Tout est prétexte à ne pas le faire. Alors, ok, les prétextes, c'est bien, mais C'était quoi, par exemple, les prétextes que tu te trouvais? j'allais me forcer à aller en week-end, ou organiser un week-end. Et puis bon, le jour où je m'y mets, en fait, je vois que j'y arrive pas. Je suis bloqué, j'ai un vrai blocage. Et là, je me rends compte quand même que c'est puissant, quoi. Pourtant, je connais la puissance de l'alcool, je connais voilà, ce que ça peut faire. Mais là, mon cerveau, cette partie-là, je connaissais pas du tout. On pourrait parler un peu comme les anorexiques ou les boulimiques. C'est incompréhensible quand vous voyez une personne boulimique manger des mottes de beurre entières, 3-4 mottes de beurre complètes d'affilée. C'est incompréhensible par le commun des mortels. Pour autant, elle, son cerveau lui dit de le faire. Elle trouve ça bon, elle trouve ça bien, et après, elle se vomir. Et personne n'a à juger ça. C'est son cerveau. Et là, je vois la puissance de mon cerveau pour échapper à ça. Et je me rends pas compte, en fait, que ces objets sont, pour moi, une forteresse. Quelque chose qui m'entoure, qui est présent, qui empêche les autres de venir chez moi. Et que, du coup, là où je suis, voilà, les autres ne m'atteindront pas. Et que j'ai créé cette forteresse et que moi-même, j'arrive pas à la déconstruire. Il faudra un travail, donc je vais aller voir un psychologue, psychiatre addictologue. On me dit que c'est à cause de l'alcool. J'arrête une nouvelle fois l'alcool. Et là, je retourne voir ces mêmes psychiatres et je leur dis, voilà, maintenant ça fait 2 ans. C'est pas l'alcool, puisque ça continue. Et là, j'ai pas de réponse, en fait. Les psychiatres me disent, là, vous rentrez chez vous, vous allez faire un petit tour de pâté de maison, et puis vous rentrez, vous faites un sac poubelle. Leur proposition est à tous la même, en fait. Ils connaissent pas, ils sont pas formés. J'ai confiance en l'associatif, et je tape sur Internet, je cherche Diogène, association, Diogène, association Diogène, rien. Et puis un jour, paf, ça match. Donc Diogène Asso. Et cette personne me dit, oui, le président de l'association peut passer vous voir samedi si vous travaillez pas, samedi matin, il peut passer vous voir. Si vous voulez qu'il rentre, il rentre. Si vous ne voulez pas qu'il rentre, vous irez boire un café avec lui et puis tout simplement discuter. Là déjà, j'apprécie la démarche en fait. Je trouve la démarche, on est on est en plein dans l'associatif quoi. Bah, c'est super rassurant parce que toi, tu as jamais fait rentrer personne depuis des années dans ce logement. Je vais avoir quelqu'un en visuel à qui en parler. Et il est le président de l'association, donc je vais tomber sur un spécialiste en fait, sur quelqu'un qui connaît, qui va pouvoir, parce que comme je suis érudit, quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer comment c'est créé le schéma, comment j'en suis arrivé là. Je suis pas responsable en fait. J'ai assisté à ma déchéance. Mon cerveau m'a poussé à cette déchéance. Et au final, le samedi, il va arriver à 9h, il va sonner, je vais descendre l'accueillir, très bien habillé, petite veste, enfin vraiment très très propre, très classe, mocassin, ok, bonjour. Et là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Si je peux me permettre de monter, je dis ouais, ok, on y va. Il dit, si je lui montre pas, si je lui dis pas tout, ça va marcher. Voilà. Je dis là, faut tout lui dire.
Et en fait, il est arrivé devant ma porte, il a juste mis des surchaussures. Il a fait attention à ce que mes voisins soient pas présents sur le palier. Ça, j'ai apprécié le geste. Et il est rentré. Et il a réussi à aller jusqu'au bout dans la cuisine. Il a escaladé. Et là, il me dit, oui, c'est bien le syndrome de Diogène. Là, pour moi, il y a eu 8 ans, les 8 dernières années où j'ai accumulé ces choses, où moi, je disais que j'avais le syndrome de Diogène, je pensais l'avoir, que j'étais malade et que mon cerveau me jouait un mauvais tour. Là, il me le confirme, en fait. Il me dit, ouais, c'est bien c'est bien cette appellation, parce que les psychiatres, sur mon dossier médical, il était bien marqué noir sur blanc, syndrome de Diogène selon les dires du patient. Pourtant, je leur montrais des photos. Donc là, bon, on va pas rester dans l'appart, d'une parce que l'odeur est pas terrible, qu'il y a des moucherons qui ont réussi à rentrer. Voilà, donc on s'en va. Et on va discuter dans un café. Et là, je vois que, ouais, il connaît. Voilà, il en a vu d'autres. Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu te dises ça? C'est quoi les éléments qui t'ont rassuré? Il m'explique beaucoup de choses, mais c'est trop jeune pour moi d'aller comprendre 8 années. Il m'explique d'une façon générale, en fait, ce qui s'est produit. Mais moi, en fait, je cherche pas trop à comprendre, je cherche comment il va pouvoir m'aider. Ce qu'il me dit, je vous laisserai pas tomber. Ça c'était ses paroles, je ne vous laisserai pas tomber. Lui me dit tout le temps, l'important c'est après. Après. Il me parle tout le temps de la vie d'après. La vie d'après, après. Et quand moi je lui dis non, mais maintenant, moi j'ai besoin d'une aide pour du tri, je veux qu'il y ait un tri méthodique, que ce soit fait en toute discrétion. Je veux que tout soit évacué de façon discrète et qu'il y ait vraiment un tri de fait. Je suis prêt à me séparer de beaucoup de choses, mais il y a des choses que je peux lister, même dire dans quel mètre cube elles sont placées, dont je ne veux pas me séparer et qu'il est hors de question qu'elles soient jetées. Que ça, ce serait vraiment une trahison supplémentaire, que de jeter ça, ce serait vraiment me mettre le coup de massue. Et lui me dit non, mais ça c'est pas un problème, on sait faire. C'est la première fois que je le vois, hein, ce monsieur, voilà, ok. On se quitte là-dessus, on parle même pas de vie, on parle pas d'entreprise, on parle pas de... Voilà. Avec lui, pas de benne, il fait du tri, discrétion, il me l'assure. On en reste là, et moi sur mon téléphone, son discours est trop beau en fait, que moi ma solution idéale, de faire ça discrètement, de tout trier, de prendre le temps, de ranger les vêtements, garder les bons, c'est tellement beau que je me dis ça c'est un discours de commercial. Donc je note dans mon téléphone commercial Diogène. Et j'oublie qu'il est du milieu associatif complètement. J'en reste là. Et puis, l'idée fait son chemin, je reviens sur ce qu'il m'a dit, les semaines passent, les mois passent, et je rappelle, je dis, ouais, j'ai préparé mes questions et je voudrais vous revoir. Puis comment concrètement, on va pouvoir arriver à quelque chose, voilà. Mais je veux que cette fois, vous me répondiez exactement. Pas, je sais faire, ça me suffit pas, moi. Il me faut que vous m'expliquiez. Par exemple, mon voisin va venir toquer pendant l'intervention. Vous faites quoi? Vous allez ouvrir la porte, il va voir. Sinon, si on mettait un numéro de téléphone sur la porte et personne n'ouvrira la porte. Si quelqu'un toque, nous n'ouvrirons pas. Vous faites une réflexion de cuisine ou salle de bain, on va décrocher, on va dire que oui, désolé, on a fait un peu de bruit, on fait une réflexion de cuisine, salle de bain. Donc, voilà. Il m'explique que, concrètement, que oui, ça fait. Que tout ce qu'il m'a dit, ce qui, moi, me paraissait ma solution idéale, il me la propose, et il me montre que, ouais, c'est pas du flan, quoi, en fait. Et donc, je reçois un devis à peut-être, je sais plus, 5 000 euros, je crois. Parce que là, on part sur un budget d'une semaine, 2 personnes. Oui, c'est ça, ça demande du temps, de l'énergie. Peinture, et lui me propose, alors dans ces 5 000 euros, hein, il y a peinture, changement du lit, changement de la plaque électrique, changement du ballon, changement de plusieurs éléments de la cuisine, éléments de mon lit, tout ça, c'est compris dans les 5 000 euros. Hein. Et je dis non, mais moi, de ma grand-mère, j'ai eu une petite assurance vie, j'ai 2 000 euros et des brouettes,
Et puis moi, je veux pas une peinture neuve, je veux pas un lit neuf. Mon clic-clac, on va le réparer, je vais le réparer avec vous, je serai là. Là, j'avais pas. Et puis, je suis content presque de lui dire, ah bah, vous voyez, bah, ça va pas marcher. Mmh. Vous voyez, j'avais raison. Ça, voilà. Moi, j'ai que 2000, donc on fait comment maintenant? Mmh. Et Oui, tu puis, t'es dit: «On bah, voilà, une personne de plus qui me trahit finalement». c'est ça. Et j'étais presque content que ça marche pas, hein. C'est vicieux, hein, très vicieux. Parce que je savais quand même ce qui m'attendait. Mmh. Ça allait être costaud, quoi. De voir tout partir, ça allait être costaud. Parce que mine de rien, je m'étais habitué quand même à cet environnement. J'ai survécu à cet environnement. Parce que pour aller à la salle de bain, c'est tout un poser le pied là, s'appuyer sur une table, s'appuyer sur le meuble est à moitié cassé, les branlons. En bas là, il y a eu du verre cassé il y a 2 ans auparavant, pas poser le pied là. C'est tout un parcours du combattant, c'est des habitudes de vie qui vont changer, c'est un grand chamboulement qui se prévoit, quoi. Donc je suis presque content que ça marche pas. Mais ça t'a quand même demandé, je fais juste une petite parenthèse, un sacré courage de faire la démarche toi. Alors maintenant, avec le recul, et comme je le dis sur le groupe Facebook que j'ai créé, c'est quand la personne, elle estime avoir assez souffert, qu'elle en a marre de souffrir. Parce que le Diogène, au milieu de ça, il souffre. Pas croire qu'il se plaît dans cet environnement pas adapté, quoi. Il se fait pas. Faut pas croire que c'est tu laisser aller et que c'est sale et qu'il il vit bien dans sa merde, quoi. Non. Il est le premier à subir. Il le montre pas. Je le montrais pas. Et j'étais pas heureux d'être là-dedans. J'étais pas heureux de vivre ça. Et moi, j'estimais avoir assez souffert et de trouver une solution. Et ben lui me propose voilà une solution. Ben il me dit 2000 € et des boîtes. Il me dit les boîtes vous les gardez puisqu'il va falloir quand même racheter quelques. Donc 2000 € à deux, c'est pas rentable. C'est pas rentable sur 8 jours, c'est pas rentable avec la cave. De façon discrète, un camion non floqué, tout parti dans des sacs noirs opaques. Il était là le matin à 7h, je quittais à 22h, je passais voir ce qui s'était fait dans la journée. J'étais déjà passé le matin pour les aider. L'après-midi, j'allais au boulot. Le soir, je repassais, il était là. Et on discutait jusqu'à 3h du matin. Et ça te faisait quoi de voir ces sacs partir? J'étais prêt, en fait. J'étais prêt et comme c'était fait de façon respectueuse, que le tri méthodique était vraiment appliqué, le premier jour, je suis rentré, 22h, je m'attendais, c'est bon, ils sont partis. Je mets la clé dans la porte, j'arrive pas à rentrer chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'appelle, là il décroche et j'entends sa voix à travers la... Donc il n'ouvrait pas et vraiment, même à moi, il m'a pas ouvert le premier lundi à Et attends, tu lui as demandé un peu enfin de faire ça en discrétion, il l'a fait à fond, quoi. Et il était encore là, mais jamais de la vie, je m'attendais à ce qu'il soit là le premier jour à 23h. Et là, ils avaient, alors déjà les fenêtres étaient ouvertes, les volets étaient levés, puisque j'ai vécu 8 ans les volets fermés. Oui, c'est vrai que ça, on l'a pas abordé, mais oui, par rapport au vis-à-vis. C'est ça. C'est vivre reclus. Voilà. Donc là, tout est ouvert, il y a plus de déchets, il y a tous les objets qui sont là. Donc déjà, je vois ce qu'ils ont abattu en une journée, je vois qu'il est là. Chapeau. Franchement, chapeau. Et chaque matin, je vais participer. Par exemple, ils vont me mettre mes vêtements dans un coin de la pièce, poser un drap au sol, ils vont mettre tous mes vêtements, et c'est moi qui vais trier. Est-ce que cette participation de ta part, elle avait aussi un objectif un peu thérapeutique? Ou c'était purement une aide manuelle? Je pense pas. Je pense que c'était peut-être pour te faire participer un peu? Il n'y a que moi qui savais en fait quels vêtements je voulais garder ou pas garder. Mais en même temps, oui, je participe. Je participe et je prends plaisir. Et là, ma main et la voix s'accompagnent. Je prends ces grands sacs poubelles là, et, allez, poubelle, poubelle. En fait, je veux leur faciliter le boulot. Je veux pas leur faire plaisir. Je sais pas, il me vient alors là une frénésie, j'ai plus mal au dos, et je suis là à parler fort, je jette, allez, poubelle, poubelle, poubelle. Et j'enchaîne comme ça d'une puissance, et j'enchaîne incroyable, incroyable. Parce que je m'étais quand même préparé en fait à ce qui allait arriver. Je visualisais pas, mais je m'étais préparé. Donc là, c'était le moment où je savais que de toute façon, tous ces objets ne re-rentreraient pas. Voir ce monsieur que j'avais vu en costume avec ses mocassins bien cirés,
Là, elle était en train de frotter mon mur, et là, j'ai regardé ma porte d'entrée précisément, et là, je me vois encore en train de le regarder et dire, ouah, il fait ça pour ton bonheur. Il y va comme un malade, il transpire, pour que tu sois bien après. Et là est née vraiment une estime, en fait, de ce monsieur. Et de la cause qu'il mène. De sortir les Diogènes de cette situation. Il m'a donné la possibilité d'une deuxième vie, en fait. Il me connaissait pas d'avant, il l'a fait parce que il connaît le syndrome. Il connaît comment j'en suis venu là. Et il a fait aussi, une partie de la thérapie, c'est que le soir, quand j'arrive à 23h, j'y parlais. Je parlais. Et c'est lui qui m'a fait voir mon passé autrement. Ce que moi j'avais fait pour les autres, et là, ça tourne dans ma tête et je vois ma vie en fait autrement. Le schéma, la vision de ma propre vie, depuis l'enfance, jusqu'à la réussite, l'entreprise, les femmes, tout. Il me fait voir que peut-être, là, je me suis trompé, que peut-être là, c'est les autres qui ont été durs. Voilà. Ça s'enchaîne et beaucoup mieux que chez un psychiatre, quoi. C'était quoi ces pistes, du coup? Après, ça, c'est assez personnel, en fait, mais il m'a OK. donné une autre vision, euh, de comment moi je voyais la vie, comment je voyais ce qui s'était passé, une autre façon de voir les choses. Il avait une autre paire d'yeux, qui n'est pas les yeux du commun, les yeux de tout le monde. C'était vraiment, il est d'une gentillesse, comme je l'ai dit dans une émission, mais il a été comme un ange avec moi. C'est bizarre, ouais. Il est tombé du ciel. Je l'ai cherché. J'ai pas eu confiance en lui. Je suis revenu le voir. Il m'a sauvé, en fait. Oui, par le tri méthodique, oui, par la discrétion, oui, par le budget. Ok, il l'a fait, ça. Mais il m'a apporté plus, en fait. Mmh, ça se Il m'a ressent. apporté plus. Mais à travers ce que tu dis, je me trompe peut-être, hein, mais je te dis comment je le ressens. J'ai l'impression qu'il t'a un peu redonné foi en l'être humain. Parce que tu as beaucoup parlé des personnes qui t'ont trahi ou qui n'ont pas été présentes au moment où tu en avais besoin. Et après ça a été compensé par les objets qui ne trahissent pas. Et cette personne-là, elle est venue, te tendre la main, en fait, au moment où personne te l'attendait. C'est ça. C'est ça. J'avais essuyé J'ai 3 principes dans la vie: je mens pas, je triche pas, je vole pas. Je suis quelqu'un de droit, de carré. J'ai pas, il y a des choses que j'ai pas compris. J'étais pas récompensé à ma juste valeur, en fait. J'étais pas. Donc l'être humain, ouais, j'ai j'avais plus confiance. Et lui me donne la possibilité d'entamer une nouvelle vie, quoi. De pas rester dans cette déchéance, quoi, que j'ai créée, hein. J'ai tout créé, hein. Cet encombrement, c'est moi qui l'ai créé, hein. C'est moi qui l'ai créé de mes mains. Lui, il a réussi à tout déconstruire, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et aujourd'hui, oui, je suis devant une fière chandelle, quoi. Je sais que mon histoire est l'histoire de beaucoup de personnes, peut-être entre 3 et 5% de la population. C'est dur à croire, mais c'est les chiffres qui sont donnés au Canada. Que ces personnes vivent la même souffrance, que ces personnes n'ont pas créé volontairement cela. Et je me dis que si mon témoignage peut aider quelqu'un qui connaîtrait que cette solution des entreprises, qu'il existe une solution alternative, tant mieux. Ce serait quoi ton conseil pour une personne qui vit la même chose? Moi, l'entourage je vais disséminer l'entourage, personnellement. Niveau famille, il me restait que ma maman. Ma maman, je l'ai toujours protégée. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien dit de ma souffrance. Elle venait me récupérer en bas, je dis, oh, c'est le bordel, ne monte pas, on va au restaurant, on allait au resto. Elle disait, mais je peux monter pendant un camion. Non, non, non. Et j'ai jamais expliqué, je suis jamais rentré dans le détail, et même pendant l'intervention, et après l'intervention, et même là, mes témoignages, euh, je souhaite pas qu'elle les regarde. Et je voulais pas la faire souffrir. L'entourage souffre de voir la personne se détruire, en fait. Mais l'entourage peut rien faire tant que la personne elle-même n'a pas décidé de s'en sortir. C'est exactement le même schéma pour les addictions. C'est que vous avez beau dire à un malade alcoolique, mais tu déconnes. Tant que lui n'aura pas décidé qu'il en avait marre de souffrir, il va se détruire. Donc pour les aidants, c'est très très dur.
Je peux comprendre que pour les aidants, c'est très, très dur. Ce serait quoi ton conseil pour les aidants, déjà? Pour les aidants, c'est proposer 100 fois de l'aide. Peut-être qu'à 100e fois, ça va marcher. Sans être insistant, être très respectueux. Essayer de comprendre, ne pas juger, être empathique. Même si c'est très dur de voir une personne se détruire, peut-être que à la 101e fois, bah, quand vous allez lui proposer, et ne rien précipiter. Rentrer chez un malade alcoolique, lui retirer toutes les bouteilles qu'il a chez lui et repartir et dire ça y est, tu n'es plus alcoolique, ça marche pas. Si c'était la solution, on le saurait. Donc là, rentrer chez un Diogène, tout retirer et repartir, et tourner les talons, ça marche pas. Et j'essaye, voilà, par mon témoignage, de faire connaître, de faire connaître ce syndrome, que ça avance, que les choses avancent, de montrer qu'il existe d'autres solutions. Euh, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Groupe d'entraide de Diogène Asso pour c'est en remerciement par rapport à l'association dans lesquelles ben voilà, tout le monde est le bienvenu sauf les entreprises. Et on discute ensemble et s'il y a quelqu'un qui se motive demain à faire quelque chose ou qui se fixe un planning, et ben s'il réussit, il est félicité. Et s'il réussit pas, et ben il sera encouragé pour la prochaine fois, mais en tout cas il sera pas jugé et les choses avancent. J'essaie de faire vraiment avancer les choses et c'est pour ça que je souhaite témoigner à visage découvert. Parce que bah, pour moi, dans un livre, quand c'est marqué, oui, on a dû modifier, nana, la personne est floutée, j'y crois pas. En fait, j'y crois pas, j'accroche pas, j'arrive pas à me visualiser les choses. Par contre, bah, quand c'est réel, c'est concret, voilà, ça me parle. Et bravo vraiment, d'avoir le courage de témoigner à visage découvert parce que au delà de l'aide que tu apportes dans l'association, ce genre de témoignage, il aide indirectement énormément de gens qui vont t'écouter, et qui vont se retrouver dans tout ce que tu as dit et ça, c'est super important. Et là, j'essaye de faire le maximum, en fait, pour faire reconnaître cette cause, qui, depuis quelques mois, années, est enfin acceptée comme une maladie. Et le Canada a 10 ans d'avance, ils ont tout. Et donc je me dis que bah, si je peux porter une pierre à cet édifice, personnellement, c'est super enrichissant. Ouais, c'est un vrai plaisir. C'est une belle conclusion à ton témoignage. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta transparence, pour, ta vulnérabilité, tout ce que tu as partagé avec moi et je suis absolument certaine que ton témoignage, il va aider beaucoup de personnes à se sentir moins seules et peut-être à essayer d'accepter une main tendue, cette fois-ci. Donc merci beaucoup pour ça, Bastien. Ah, il y a tout un cheminement à faire avant de, voilà, d'estimer avoir trop souffert et comprendre qu'on souffre déjà. On est en train de se tuer soi-même. Voilà. Merci.